Bienvenue dans les ténèbres oppressantes, là où le sanctuaire de la quiétude devient le théâtre de l'effroi. Dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur de l'obscurité qui se tapit derrière les murs familiers, là où l'intrusion se glisse comme une ombre insidieuse. Accrochez-vous, car nous explorerons les recoins sinistres de la réalité quotidienne, où l'intimité est profanée et la sécurité vacille sur le fil du cauchemar. Préparez-vous à ressentir le frisson glacial de l'inconnu, car nous dévoilerons les récits terrifiants d'intrusion à domicile qui hanteront vos pensées bien après la fin de cette plongée dans l'horreur. Dans le premier témoignage que je vais vous partager, nous allons suivre celui de quelqu'un que nous allons appeler Dorian. Dorian nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a quelques années maintenant. Et cet événement, ce n'est pas elle directement qui l'a vécu, mais ses parents. Son père et sa mère venaient de rentrer d'un dîner où tout s'était bien passé. Une soirée extrêmement heureuse qui s'est malheureusement transformée en soirée cauchemardesque. Une fois rentrés à la maison, les parents de Dorian ont été surpris par des bruits se trouvant dans la cuisine. Ils ne savaient pas ce que ça pouvait être, ils n'avaient rien vu. Ils étaient rentrés par le garage et étaient ensuite remontés vers la pièce à vivre. Tout de suite, la mère de Dorian a pris le téléphone pour appeler les services de secours. Elle chuchotait pour éviter de se faire entendre par là ou les personnes qui s'étaient introduites dans leur sanctuaire. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas quitter la maison, chose que beaucoup de gens auraient fait. Une des premières réactions aurait peut-être été de prendre ses jambes à son cou, mais dans la situation des parents de Dorian, c'est assez particulier. Effectivement, le père de Dorian était atteint de la polio et il portait donc une attelle à la jambe, l'obligeant à se déplacer avec difficulté, mais également très lentement. Si jamais lui avait essayé de sortir en toute hâte, il aurait probablement alerté les personnes qui s'étaient introduites dans la maison. Qui dit que le père de famille était avec une attelle dit aussi qu'il était sans défense. Donc la maman, au téléphone avec les services de secours, les a suppliés de venir le plus rapidement possible, sachant que elle ainsi que son mari sont des cibles faciles, à la merci des personnes qui se sont introduites dans leur domicile. Les parents se sont cachés, en priant pour que les individus ne les trouvent pas, patientant de longs moments que les services de secours ne viennent les libérer de ce cauchemar bien réel. Mais plus le temps passait, plus la peur grandissait. Aucune voiture de police ne semblait se présenter. C'est au bout de 30 minutes qui vont sembler paraître la durée d'une vie, que là, la sirène de police s'est fait entendre. Comme vous pouvez l'imaginer, pendant ces 30 minutes, il aurait pu se passer énormément de choses. Les parents auraient pu être blessés, voire pire, être assassinés. À cause de ce temps d'intervention très long, les individus qui s'étaient introduits dans la maison avaient largement eu le temps de partir avec leur butin. Dorian est rentrée à la maison quelques jours après, elle était âgée de 16 ans et quand elle a entendu toute cette histoire, elle était furieuse. Non pas contre la situation, un peu contre les voleurs, mais encore plus contre la police, car bien qu'il y ait eu quelques objets volés, ce sont des choses qui peuvent se remplacer. Mais par contre, si jamais il était arrivé quelque chose à ses parents, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer facilement. Dans ce second témoignage, je vais vous présenter ce qu'a raconté Laurie. Laurie nous explique qu'au moment de ce qu'elle raconte, elle était âgée d'approximativement 7 ou 8 ans. Elle était à la maison en compagnie de sa mère alors que son père et son frère, eux, étaient absents du domicile. Et alors que chacune vaquait à ses occupations, quelqu'un a sonné à la porte et a ensuite frappé directement sur celle-ci. À plusieurs reprises et à chaque fois, la mère de famille n'allait pas voir qui c'était. Laurie nous explique que sa maman, quand elle était seule à la maison, avait toujours peur d'ouvrir la porte d'entrée quand quelqu'un y sonnait et qu'elle n'attendait personne. Et il est possible qu'à ce moment-là, dans l'histoire, elle ait eu raison. Effectivement, ces sons qui étaient à la porte d'entrée se sont déplacés autour de la maison. Il y avait ensuite quelques coups qui étaient réalisés sur les fenêtres, notamment de la cuisine. Laurie et sa mère étaient dans une chambre au 2e étage et toutes les deux, mère et fille, avaient peur. Mais elles n'ont pas réalisé une chose à un moment donné, elles ont juste été, entre guillemets, simplement effrayées en entendant un bruit de claquement qui indiquait que quelqu'un
était rentrée dans la maison. Un peu curieuse, Laurie s'est aventurée en haut des escaliers qui donnaient directement sur la cuisine pour jeter un petit coup d'œil et elle n'a rien vu du tout. La seule chose qu'elle a remarqué, c'est une voix qui a dit quelque chose qu'elle a très bien compris. Elle a entendu quelqu'un dire « montons ». Rappelez-vous, Laurie est très jeune à ce moment-là. Elle est âgée d'environ 7 ans, donc elle n'a pas forcément des mécanismes d'autodéfense qu'un adulte pourrait avoir. Donc elle a une réaction à ce moment-là qui pourrait peut-être vous faire sourire, mais elle n'explique pas vraiment pourquoi elle a fait ça. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a marmonné un bonjour. Comme si en fait on disait dans une pièce vide, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et juste après avoir prononcé ce petit mot, elle a entendu une énorme agitation. En fait, cette agitation, c'était là où les personnes qui s'étaient introduites dans le domicile, qui s'enfuyaient par la fenêtre de la cuisine. Aujourd'hui, Laurie est bien plus âgée, elle est âgée de 30 ans, et quand elle repense à la situation qu'elle a vécue, sachant que maintenant elle travaille dans le milieu du true crime, elle écrit des livres à ce sujet-là, elle se rend bien compte, de par toutes les recherches qu'elle a pu faire, que cette situation, celle qu'elle a vécue, aurait pu prendre une tournure dramatique. Peut-être que si elle avait vu les visages des hommes qui s'étaient introduits dans la maison, eh bien ces hommes, pour garder leur anonymat, lui auraient fait du mal. Peut-être que ces individus, s'ils savaient qu'il y avait 2 femmes à la maison, auraient essayé d'abuser d'elles, de les kidnapper, de leur faire du mal, de les tuer, que sais-je. Et elle se rend compte également que au moment où ces personnes toquaient à la porte de la maison, en fait c'était simplement un test pour voir s'il y avait quelqu'un dans le domicile et s'il était envisageable pour faire un cambriolage. C'est-à-dire que si la mère de Laurie avait ouvert la porte, peut-être que les individus seraient repartis en se disant qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, peut-être qu'ils auraient forcé l'entrée en voyant qu'il n'y avait que la mère de famille qui était là. Il y a plein de questions qui se posent, notamment sur les intentions des individus. Quand il y a intrusion à domicile, on ne sait jamais si c'est pour voler des objets de valeur ou faire du mal aux personnes qui résident dans la maison. Dans cette 3e histoire, je vais vous présenter ce qu'a raconté une jeune femme du nom de Sabrina. Elle nous dit qu'elle était âgée de 26 ans et que ses parents étaient partis en vacances. Pour leur rendre service, elle se rendait tous les jours chez eux pour nourrir leur chat. Pour donner un peu de contexte, elle nous raconte que ses parents vivent dans un quartier qui a son lot d'histoire. Il y a pas mal de récits de cambriolage, donc la plupart du voisinage a décidé d'installer des portes assez solides pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Un vendredi, le mari de Sabrina était sorti pour aller voir un concert avec des amis. Elle a attendu qu'il s'en aille et elle a profité de son absence pour aller faire sa tâche quotidienne, aller nourrir le chat de ses parents. Elle est arrivée sur place aux alentours de 18h. Elle est sortie de son véhicule. Elle a déverrouillé la porte d'entrée, puis la porte menant à la cuisine, et en entrant dans la cuisine, elle a remarqué que tous les tiroirs, sans exception, étaient ouverts, et énormément de choses étaient étalées sur le sol. Sabrina est dans l'incompréhension, elle ne comprend pas ce qu'elle a devant les yeux, mais elle est vite sortie de ses pensées par un son. Le son d'un mouvement, comme si quelqu'un se déplaçait de manière précipitée dans d'autres pièces de la maison. Comprenant qu'elle n'est pas seule, elle décide de s'enfermer. Dans la cuisine, on pouvait fermer les différentes pièces à clé et elle appelle la police. À l'opérateur, elle explique qu'elle est une jeune femme de 26 ans, qu'elle est seule dans une maison, que personne ne peut venir à son secours et aussi que l'intrus est toujours dans la maison avec elle. On pourrait penser que la police va agir de manière précipitée, se disant qu'il y a urgence, mais ce n'est pas le cas. La personne qui est en ligne lui explique qu'elle va envoyer quelqu'un, mais que ça prendra peut-être un peu de temps parce qu'ils sont très occupés. Sabrina patiente. Elle patiente 1 heure. Imaginez-vous attendre 1 heure dans ce contexte-là. Il n'est pas improbable, je pense, qu'au bout de ce délai, on se dise que notre destin est scellé. Au bout de cette heure-là, Sabrina rappelle les secours. Même discours de la part de l'opérateur, ils sont occupés mais ils envoient quelqu'un le plus rapidement possible. Sabrina patiente, elle essaye de faire comme si elle n'existait pas, qu'elle fait partie des meubles de la maison. La seule chose qu'elle prend avec elle, c'est un couteau pour se défendre si jamais le pire doit se produire, c'est-à-dire qu'elle fait face à la personne qui s'est introduite dans la maison. C'est au bout de 2h30 que là, une voiture de police arrive. 2h30 d'attente interminable. 2h30
pendant lesquelles Sabrina a beaucoup réfléchi, où elle s'est dit que le baiser qu'elle a donné à son mari avant qu'il parte au concert était sûrement le dernier qu'elle lui ferait, que la visite qu'elle avait fait à ses parents avant qu'ils ne partent en vacances était en fait la dernière fois qu'elle les voyait. Mais finalement, l'arrivée de la police lui permet de se libérer de ses pensées bien sinistres. La police a fouillé la maison et il se trouve que le cambrioleur a carrément retiré une des fenêtres de la maison pour rentrer. Les officiers sont d'ailleurs assez surpris parce que c'est une opération qui prend du temps, qui fait du bruit, donc la police est assez surprise. En fin de compte, aucune personne dans le voisinage n'a entendu quoi que ce soit. Avant de partir, ils ont dit que des personnes viendraient pour récupérer des empreintes, mais qu'il y avait beaucoup d'affaires en ce moment, donc ça prendrait sûrement du temps. Et effectivement, ça a pris du temps, car les personnes en charge de la récupération des empreintes sont arrivées 2 jours après les événements. Chose qui a eu des conséquences, car pendant ces 2 jours, il a plu, donc en fait, quand les personnes sont venues, il n'y avait absolument plus d'empreintes. Évidemment, c'est une histoire qui a beaucoup choqué Sabrina, qui l'a également mise très en colère, elle et ses proches. Elle nous explique que ses parents ont déménagé à la suite de ces événements pour aller dans un quartier qui est lui beaucoup plus sûr. Dans ce 4e témoignage, je vais vous présenter ce qu'a raconté Leslie. Leslie nous explique que sa maison était sur 2 étages. Le premier étage était la partie principale de la maison. Et le 2e étage, lui, avait été ajouté plus tard. Il était construit au-dessus d'un garage qui était un peu séparé. Il y avait un escalier qui reliait les 2 parties et il fallait passer sous cet escalier pour passer entre les 2 bâtiments. Il n'était pas improbable qu'en passant sous l'escalier, si on ne faisait pas attention, on se cogne un peu la tête. Il fallait vraiment longer la partie garage pour éviter de se faire mal. La cour arrière, elle, était clôturée et il y avait une porte dans l'allée qui menait au passage sous l'escalier. Leslie ajoute que, habituellement, sa famille et elle, pour entrer dans la maison, ne passaient pas directement par la porte d'entrée, mais par ce fameux passage qui donnait dans la cuisine via une porte. Le père de Leslie était quelqu'un d'assez important, c'était l'adjoint du shérif, donc il s'y connaissait pas mal en matière de sécurité. Il avait quasiment condamné la porte d'entrée, en y ajoutant par exemple une chaîne, et la porte de la cuisine, elle, avait un verrou plutôt solide. Mais toutes ces mesures de sécurité pouvait entraîner parfois quelques problèmes. Pas des problèmes graves, mais il n'était pas improbable qu'un des membres de la famille puisse être enfermé hors de la maison. Donc pour éviter que ce genre de choses n'arrive, il a caché un double de clé dans le congélateur qui se trouvait dans le garage. Évidemment, pour garder un maximum de sécurité, il était interdit de parler de ce fameux double de clé à qui que ce soit. Parce que si jamais quelqu'un est au courant, alors cette personne pourra rentrer à sa guise dans la maison. Généralement, toute la famille passait le plus clair de son temps au premier étage de la maison, mais au moment du coucher, tout le monde allait au 2e étage, là où il y avait les chambres. Et celle de Leslie se trouvait être la chambre la plus éloignée de l'escalier. Nous sommes donc une nuit. Leslie était profondément endormie, et à un moment donné, sans savoir vraiment pourquoi, elle se réveille en sursaut, comme si elle venait de faire un cauchemar. Mais ce n'était pas le cas. Ce qu'elle avait ressenti, c'était comme quelque chose qui avait traversé sa main. Elle pense d'abord à un animal, à un rat. Donc elle se précipite hors de sa chambre pour aller voir ses parents. Elle crie: maman, papa, un rat m'a traversé la main. Les parents se sont précipités dans la chambre de la jeune fille et il se trouve qu'en fait, sur l'oreiller de celle-ci, se trouvait un hamster, le hamster de son frère. Ça peut sembler quelque chose d'anodin, mais là où c'était assez particulier, c'est que la cage de cet hamster se trouve au premier étage, il était censé être enfermé, donc comment s'était-il retrouvé ici? Le frère a été interrogé, et lui, il en est sûr, il avait bien verrouillé la cage de son animal. Donc, il a ramassé le dit animal, et tout le monde est descendu pour voir ce qu'il en était. La cage était ouverte. L'hamster a été remis dans son foyer, la cage a été verrouillée. Tout le monde se dit que le frère a juste fait un oubli. Donc toute la famille étant présente au rez-de-chaussée, soupir de soulagement. Il n'y a que la sœur de Leslie qui était repartie se coucher après la découverte du hamster. Sauf que, alors que tout le monde commençait à être rassuré, la mère de famille a vu quelque chose. Elle a vu que la lumière de la cuisine était allumée. Évidemment, elle a fait part de ce qu'elle a vu au reste de la famille. Le père de famille, lui, a fait un signe de la main pour dire aux autres de rester en retrait. Il est allé dans la cuisine pour voir ce qu'il en était et il a crié de la cuisine que la porte arrière était ouverte. Et juste après ces mots, la sœur qui était retournée se coucher descend en trombe et dit qu'elle a vu quelqu'un courir et traverser le portail de la maison. Le père de famille, rappelez-vous qui était adjoint du shérif, s'est précipité dehors pour essayer d'attraper quelqu'un. Mais évidemment, le temps qu'on
disent qu'il y avait quelqu'un plus le temps que le père parte en courant, l'individu était parti depuis un moment. Pendant l'heure qui a suivi tous ces événements, personne n'a réussi à trouver le sommeil, ce qui est totalement compréhensible. Tout le monde essaie de comprendre ce qui avait pu se passer. Les parents ont verrouillé les issues, ils ont recouché les enfants, et personne ne sait en fait ce qu'il s'est passé, sachant qu'il y avait quand même d'énormes mesures de sécurité qui avaient été prises. Donc ce que tout le monde pense, c'est que l'un des enfants aurait parlé ou montré la fameuse clé du congélateur à quelqu'un, même si personne n'a avoué l'avoir fait. La personne qui serait venue était probablement quelqu'un qui était déjà venu et qui connaissait la famille parce que le chien n'a pas aboyé, donc c'est qu'il devait se sentir en confiance. Donc ce que pense la famille, c'est que c'est peut-être un enfant qui se serait aventuré dans la maison, peut-être pour voir le hamster, sauf que le hamster se serait enfui et serait allé directement après dans la chambre de Leslie, ce qui l'a réveillé. Mais ça reste assez bizarre parce qu'on était de nuit, pourquoi un enfant serait venu dans le domicile? Après c'est vrai que rien n'a été volé. La police n'a pas été contactée, forcément le père était adjoint au shérif, donc on va dire que la police était déjà présente et il n'y avait pas de traces d'effraction, la porte avait été ouverte à l'aide d'une clé. Donc dans la finalité, la seule mesure qui a été prise après ces événements, c'est juste que le père a changé la clé qui se trouvait dans le congélateur du garage de place. Et ça semble avoir suffi pour que la personne qui rentre dans la maison de nuit alors que tout le monde dormait ne retente plus son coup. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage de Caroline. Nous sommes le 7 février 2015, un samedi, tôt le matin. Il est 9h30. Il faisait jour, bien jour. Caroline était seule à la maison quand quelqu'un a sonné à sa porte. Elle a décidé de ne pas aller ouvrir, elle ne voulait pas être dérangée, mais la personne était insistante, elle a frappé de nouveau plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était plus fort que la fois précédente. Au bout d'un moment, les bruits ont cessé. Le silence a retrouvé sa place. Caroline est allée voir à sa porte d'entrée juste pour faire attention à s'il y avait quelqu'un ou pas, et elle n'a vu personne. Et d'un coup, elle a été surprise par le bruit d'un fracas dans sa cuisine. Là où se trouvait une porte coulissante, instinctivement, elle est allée voir, et elle s'est retrouvée face à deux hommes non masqués qui avaient en fait cassé cette porte latérale. Et ce n'est pas tout. Ces deux individus étaient armés de fusils, tous deux pointés sur Caroline. Elle n'arrivait pas à croire la situation dans laquelle elle se trouvait. Passer d'une situation paisible à une situation aussi inquiétante, elle n'arrivait pas à l'imaginer. Les deux hommes riaient et ils ont demandé à Caroline où est-il. Caroline n'a pas compris, elle demandait où est quoi, elle pensait qu'il faisait allusion peut-être à de la drogue, à quelque chose d'autre. Mais en fait non, il faisait allusion aux objets de valeur et à de l'argent. Caroline répond qu'en fait elle n'a pas de bijoux parce que les derniers qu'elle a sont neufs et qu'elle les a emmenés à la bijouterie pour les faire redimensionner. Elle en a que quelques-uns mais pas forcément des objets de valeur. Et l'homme lui répond que sachant qu'elle n'a, selon ce qu'elle dit, rien de valeur, il devrait lui tirer dessus. Caroline se dit que elle va finir en victime d'intrusion à domicile qui a mal tourné, que son mari quand il va rentrer va découvrir son cadavre, mais paniquée, Caroline explique qu'elle a quand même quelques bijoux, elle montre où ils se trouvent. Celui qui entretenait la conversation a pris les bijoux que Caroline a montrés, l'autre personne, elle, prenait un peu tout ce qu'elle pouvait. Ils ont pris les bijoux que Caroline portait sur elle et ensuite ils se sont enfuis par là où ils sont rentrés sans faire de mal à Caroline et heureusement. Une fois les individus partis et le calme retrouvé, Caroline s'est assise sur le sol, les yeux en pleurs, elle a repris un peu son souffle, elle a attendu que l'adrénaline tombe un petit peu, ce qui a été assez rapide, et ensuite elle a appelé le 911. Le montant du vol est estimé à peu près 10 000 $ de bijoux. Caroline se dit que c'était le prix de sa rançon pour éviter d'être assassinée. Elle a agi de manière effrayée, bien qu'elle avait parfois envie de rentrer dans les personnes qui s'étaient introduites chez elle. Sauf que elle se dit que jouer vraiment le rôle de la personne effrayée, c'est ce qui lui a sauvé la vie, parce que si elle avait été un peu plus agressive, peut-être que là les choses se seraient passées totalement différemment et d'une manière dramatique pour elle. Elle nous explique, pour ajouter un peu de contexte à son histoire, que la conversation qu'elle a eue avec les voleurs n'était pas une conversation où ils parlaient en chuchotant, les voleurs criaient, c'est quelque chose qui pouvait s'entendre à l'extérieur de la maison, même le fait de briser la porte coulissante était quelque chose qui a fait énormément de bruit. Et le truc qui est fou, et c'est là qu'on se dit que parfois le hasard fait très mal les choses, c'est que logiquement, ce son aurait dû alerter les voisins. Et elle a des voisins qui se trouvent vraiment juste à côté de la porte coulissante qui a été brisée.
Sauf que ses voisins, qui sont habituellement tout le temps chez eux, au moment du cambriolage, étaient partis faire quelques courses et ils sont revenus 15 minutes après que les cambrioleurs aient fini ce qu'ils avaient à faire. Il n'y a que leur fille, la plus jeune des filles, qui était un enfant, qui était à la maison, donc elle a entendu tout ce qui s'est passé, elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et elle a vu effectivement les cambrioleurs partir de la maison et rentrer dans une voiture et s'enfuir, mais elle était jeune, elle ne savait pas comment réagir. Ce qui est beau dans cette histoire, ça vous ne le savez pas, mais la personne qui partage ce témoignage garde malgré tout une vision positive de la vie, elle ne se laisse pas abattre par les événements qui lui sont arrivés. C'est une femme qui est une battante car elle a eu 2 cancers du sein et c'est pour ça, par amour de la vie, qu'elle a décidé de ne pas se montrer agressive vis-à-vis des cambrioleurs et elle n'a pas risqué de perdre sa vie, elle a préféré jouer justement ce rôle de personne effrayée pour préserver sa vie et maximiser sa chance de sortir de tout cela en vie. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires d'intrusion. Ce sont des histoires que je voulais vous partager, ce type d'histoire en tout cas, parce que je voulais montrer que les histoires d'intrusion, bien que ça ne soit pas à chaque fois des rencontres avec des personnes qui sont chez nous, où on se fait enfermer dans une pièce, où on entend la personne qui veut nous faire du mal, qui essaye de défoncer la porte de la pièce où on s'est caché. Parfois ça peut être des rencontres fugaces, on entend juste quelqu'un, on sait qu'il y a une présence chez nous, et ça suffit à nous faire peur. Je pense que n'importe qui regarde cette vidéo, ou en tout cas beaucoup de monde, le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un chez eux qu'ils ne connaissent pas et qui sont là avec de mauvaises intentions suffit à créer le plus grand des cauchemars. Et s'en découle évidemment derrière des traumatismes. C'est pas les premières histoires d'intrusion que je fais sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous en avez déjà entendu beaucoup que j'ai pu raconter. Ça crée souvent des traumatismes et des mécanismes comme par exemple le fait de toujours s'assurer que les portes soient verrouillées. Je ne vous apprends rien, vous voyez probablement de quoi je veux parler. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces histoires, d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également mon Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me suivre là-bas, me raconter une histoire qui vous est arrivée. Je tiens à préciser une chose, je le répéterai aussi souvent que ce sera nécessaire. Si vous souhaitez me partager une histoire flippante mais que vous êtes hésitant, vous vous dites peut-être que votre histoire est pas assez effrayante par rapport à ce que je peux raconter sur la chaîne, non, il n'y a pas de comparaison qui sont faites entre les histoires, tant que vous, ça vous a mis mal à l'aise, ça vous a effrayé, c'est tout ce qui compte. Le but des histoires abonnées, je le reprécise, c'est de se mettre à votre place quand vous avez vécu l'histoire et automatiquement on comprendra pourquoi vous avez eu peur. C'est toujours bon de faire un petit rappel je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!